L'invité café. Notre invité café, la diminution globale de la délinquance chez nous. Nous en parlons avec le procureur de la République, Samuel Finiez. Il est notre invité café ce matin. Bonjour Samuel Finiez. Bonjour Charlie Torres. Tout d'abord sur le cas Léon Bertrand que nous évoquions il y a un instant, la décision de confondre ces peines, c'est une exception ou cela arrive couramment ? Non, c'est des procédures qui sont prévues par le code pénal. Et ce que je peux vous dire, c'est que le tribunal correctionnel est saisi tous les ans à peu près d'une vingtaine de demandes de confusion. Donc, c'est dans ce cadre-là que cette demande a été faite. Il y a des hypothèses qui sont des hypothèses de confusion obligatoires. On n'était pas dans un cas de confusion obligatoire, on était dans un cas de confusion facultative. Et la Cour d'appel a décidé de faire droit à sa demande. Alors, quand on décide de confondre, c'est pourquoi ? C'est pour éviter une trop lourde peine à la personne concernée, une façon c'est pour rétablir en fait une certaine forme d'inégalité qui pourrait être due à des situations comme ça a été le cas pour Léon Bertrand, où il y a des poursuites différentes qui sont faites par rapport à d'autres situations où les mêmes faits sont appréhendés sous une même poursuite et il y a une seule peine qui est prononcée. Parlons maintenant du cas du meurtre d'Alicia Faye. Les investigations sont bouclées. Il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire. Ah non, les investigations ne sont pas bouclées, puisque comme j'ai indiqué dimanche, on a saisi un juge d'instruction. Vous le savez, il y a 2 personnes qui sont mises en examen devant ce juge d'instruction. Il y a de très nombreux actes à faire, et puis, comme vous le dites, il y a de nombreux éclaircissements à apporter sur ce qui s'est, sur ce qui s'est passé. On ne sait pas actuellement dans le détail ce qui s'est passé. Et donc là, on a le juge d'instruction, les enquêteurs de la PJ de Cayenne, et puis les enquêteurs de la PJ de Bordeaux aussi, qui travaillent d'arrache-pied sur ce dossier. En tout cas, l'autopsie a bien été effectuée et pas de traces de violence sexuelle. Non, on n'a pas eu de traces de violence sexuelle. On a, un décès par arme à feu, avec un coup de feu dans la tête. On a des lésions de défense aussi sur la victime. En tout cas, vous n'avez pas perdu de temps pour trouver les 2 premiers suspects. Cela a été très vite. Oui, ça a été assez vite. Alors moi, je tiens quand même à saluer le travail des 2 services de police judiciaire qui ont été saisis. Vous savez, je crois qu'il y a tout un panel de techniques qui vont des techniques de police judiciaire les plus classiques aux techniques les plus modernes, puisque il y a des véhicules qui ont été géolocalisés, on a donc des balises qui ont été posées, on a 3 écoutes téléphoniques qui ont été posées aussi en un temps record. On a des moyens de police technique et scientifique aussi qui sont assez intéressants là, qui ont été mis en œuvre sur cette procédure. Donc il y a un travail vraiment important qui a été fait par la police judiciaire de Cayenne et puis que je tiens à saluer publiquement. L'enquête se poursuit donc. Sur les meurtres justement, en baisse de 11% l'an dernier, la délinquance en baisse également d'une façon générale. Ce sont là les résultats, les effets bénéfiques des mesures de restriction anti-Covid ? Oui, alors vous avez toute une série, c'est c'est difficile de... Alors, il y a une cause principale à cette baisse, c'est évidemment les mesures de restriction qui ont été mises en place. Vous avez un travail aussi important qui a été fait par la police judiciaire. Je tiens quand même à souligner, et ça c'est quand même un chiffre qui est assez significatif, c'est le nombre de personnes qui ont été déférées au parquet de Cayenne sur l'année 2020. On a un peu plus de 1200 personnes qui ont été déférées au parquet de Cayenne sur l'année 2020. C'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à 2019. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que le travail de la police judiciaire, police, gendarmerie, douane, a été tout aussi intense, en dépit des mesures de confinement. Il y a une réponse pénale forte qui a été mise en place pour lutter contre cette délinquance. Et c'est en fait, je dirais, le cumul de toutes ces circonstances plutôt favorables pour la délinquance qu'ont été les mesures de restriction, et puis aussi le travail de police judiciaire qui a été intense sur le terrain, puis le travail judiciaire aussi qui n'a pas faibli pendant le confinement. Alors l'ancien préfet Marc Delgrande, justement sur ces mesures restrictives, disait il y a un effet bénéfique pour tout le monde. Il parlait notamment de l'interdiction de vente d'alcool le soir et la nuit sur la voie publique et l'interdiction de consommer. Et il avait même déclaré c'est une mesure de santé publique, mais en plus c'est une mesure de sécurité publique. Il envisageait même de prolonger cette mesure après la crise Covid. Donc déjà, est-ce que vous partagez ce point de vue et est-ce que effectivement ça a joué ? Alors moi, ce que je pourrais vous dire sur ce point, c'est que ce qu'on constate, alors on a quand même les chiffres sont bons sur certains items, ils sont moins bons sur d'autres. On a par exemple les violences. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique, on a une quasi-stabilité en 2020 des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Moi, ce que je constate sur ces faits d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de faits dont le facteur déclenchant est la consommation d'alcool. Donc, les mesures
de santé publique qui visent à limiter la consommation d'alcool sont des mesures qui sont aussi des mesures qui jouent en faveur de la lutte contre la délinquance parce que l'alcool est un facteur de passage à l'acte délinquant. Alors, vous insistiez il y a un instant sur la concertation dans ces résultats, la concertation de l'action entre les services mobilisés contre la délinquance et vous, procureur de la République. C'est-à-dire qu'en temps normal, cette concertation n'existe pas ou, elle existe. De manière assez aléatoire. Vous savez, c'est pas un rapport de concertation qu'il y a avec les services de police judiciaire, puisque ils agissent sous l'autorité, sous mon autorité, sous celle des magistrats du parquet quand ils font des investigations. Je dirais pas que c'est de la concertation, je dirais que c'est de la fluidité. Et moi, ce qui m'importe, c'est que les liaisons qui est entre les services de police judiciaire et le parquet, ça soit les liaisons qui soient des liaisons opérationnelles les plus fluides possibles. Il faut que chacun soit correctement positionné dans la lutte contre la délinquance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je ne peux accepter que on perde trop de temps sur la délinquance de masse. Il faut qu'on trouve les solutions, et c'est tout le travail qu'on fait au sein du parquet, avec les magistrats du siège et avec les services de police judiciaire, pour traiter le plus rapidement et le plus efficacement possible la délinquance de masse. Et ça permet après à chacun de se positionner correctement sur... De masse, juste. Oui. Alors, délinquance de masse, c'est la délinquance routière, c'est la délinquance qui est nombreuse en chiffres, et sur laquelle on doit, je dirais, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire sur laquelle on doit trouver les moyens les plus, les plus opérationnels pour que on ne passe pas trop de temps sur cette délinquance de masse. On passe dessus rapidement. Je dirais pas que c'est qu'on passe dessus rapidement, mais c'est qu'elle soit traitée de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Et il faut que, pour que de l'autre côté, on puisse se concentrer sur le haut du spectre de la délinquance. Ceux qui font le plus mal, ceux qui génèrent le sentiment d'insécurité, ceux qui font le plus mal à la population guyanaise. Et c'est lesquels ? C'est ceux qui commettent des cambriolages à répétition, c'est ceux qui commettent des violences intrafamiliales, c'est ceux qui commettent, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient sexuelles, parce qu'on a quand même beaucoup de cas de violences sexuelles intrafamiliales, c'est ceux qui commettent des vols à main armée, c'est ceux qui commettent des vols avec violence, c'est ceux qui suivent au trafic de stupéfiants, et il faut que chacun soit correctement positionné dans la lutte contre la délinquance. Service de police judiciaire sur cette délinquance qui est le haut du spectre de la délinquance, mon parquet sur le haut du spectre de la délinquance et le tribunal correctionnel aussi sur le haut du spectre de la délinquance. La violence intrafamiliale, plus 4% en 2020, effet direct, on va dire, du confinement. Et là, des mesures sont prises pour y faire face. Ah oui, des mesures importantes ont été prises, puisqu'on a, je dirais, à la fois dans les services de police et de gendarmerie, puisque il y a quasiment des gardes à vue systématiques qui sont prises maintenant pour les auteurs de violences conjugales. Elles ont des mesures qui ont été prises au sein de mon parquet, puisqu'on a multiplié par 4, je crois, le nombre de déferments pour des violences conjugales. Des mesures par le tribunal correctionnel, puisque là aussi, les mesures d'éloignement, de protection des victimes, elles ont été multipliées par 4. On a 12 téléphones de grand danger qui sont actuellement en circulation. Et puis, c'est pas terminé, puisque là, au cours de ce premier semestre, on va mettre en œuvre le bracelet anti-rapprochement, on va mettre en place les dépôts de plainte en milieu hospitalier, on va mettre en place le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales pour lequel le groupe SOS a été choisi pour la Guyane. Donc on a encore plein de projets qui doivent nous permettre de mieux lutter contre les violences conjugales. Alors, plus de mesures contre les violences conjugales, intrafamiliales. On voit aussi que se préparent des mesures de lutte contre l'orpaillage illégal avec davantage de procédures également. Plus de procédures encore et encore. Est-ce que du coup, le tribunal ne va pas se retrouver totalement saturé ? On sait que les délais d'attente pour les procès sont très longs, qu'il manque parfois de personnel. Comment on fait face ? On multiplie les équipes ? Comment on fait face ? Alors déjà, je voudrais vous dire une chose sur l'orpaillage illégal. C'est pas plus de procédures. Sur l'orpaillage illégal, c'est un affermissement de la répression en matière d'orpaillage illégal. C'est-à-dire, à partir du moment où on pourra mettre les garimperos en garde à vue, il y aura une procédure, on va devoir les juger. On peut les mettre actuellement en garde à vue, les garimperos. Ils sont actuellement jugés par le tribunal correctionnel. Vous avez, encore ce matin, on va avoir cet après-midi, on aura 3 garimperos qui vont être déférés devant le tribunal correctionnel. Lundi, on avait 3 garimperos qui ont été déférés et présentés devant le tribunal correctionnel. Donc on en a à peu près 60-70 tous les ans qui sont déférés en comparution immédiate. Et je parle pas de ceux qui participent aux filières de soutien logistique, eux aussi qui font l'objet d'enquêtes approfondies et qui sont jugés par le tribunal correctionnel. Alors c'est vrai que, cela étant dit, la question que vous posez est une vraie question.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, et nous, le rôle du service public de la justice, la mission du service public de la justice, c'est de faire les efforts pour rester au niveau des mesures de l'environnement juridique pour la Guyane, des mesures de lutte contre la délinquance qui sont prises pour la Guyane. Dès que vous avez des renforts en matière de lutte contre la délinquance pour la Guyane, ça impacte directement l'activité du service public de la justice. Et donc, nous, notre rôle, c'est de rester au niveau des effectifs de greffe, au niveau des effectifs de magistrats du siège et au niveau des effectifs de magistrats du parquet. Donc, c'est ce qu'on demande à la chancellerie. Il y a quand même des points qui sont des points positifs. Alors, pour les magistrats du siège, par exemple, puisqu'il y a 2 postes supplémentaires qui ont été validés à la circulaire de localisation des emplois de magistrats du siège pour le tribunal de Cayenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. On a fait une demande d'un poste supplémentaire pour les magistrats du parquet. Et puis, il y a des demandes qui sont attendues aussi de création de postes de greffiers. Donc là, notre mission, la mission des chefs de juridiction, et ce qu'on demande aux 2 chefs de la cour d'appel de Cayenne, et puis ce qu'on demande in fine à la direction des services judiciaires, c'est de nous permettre de rester, je dirais, au niveau de toutes ces mesures pour pas qu'on ait de décrochage avec cette mesure. Et puis je vais vous dire quelque chose, les délais, ils sont pas aussi mauvais que vous le dites. Quand quelqu'un est convoqué devant le tribunal correctionnel en plaidé coupable, actuellement, les gens qui sont convoqués devant le tribunal correctionnel en plaidé coupable, ils sont convoqués au mois de mai. Donc c'est des délais qui sont très positifs. Quand vous êtes convoqué en convocation... C'est des procédures rapides, ça. Oui, c'est des procédures rapides. Quand quelqu'un est convoqué pour se voir notifier une ordonnance pénale délictuelle, il est convoqué à 2 mois devant le tribunal correctionnel. Alors on a des procédures qui, à côté de ça, sont plus longues. Il y a des dossiers qui demandent plus de temps parce que c'est des dossiers qui sont plus compliqués, parce que c'est des dossiers qui sont plus techniques. Mais dans l'ensemble, les délais devant le tribunal correctionnel de Cayenne sont des bons délais. Non, on retient cela. Merci beaucoup, monsieur le procureur, d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café.